Le SMS est arrivé à 14h47, un mardi. J'étais en train de consulter les prévisions du 4e trimestre quand mon téléphone a vibré. C'était ma sœur Emma. On ne peut pas t'avoir à Noël cette année, Alex. Désolé. Les parents de Marc viennent et ce sont tous des cadres supérieurs. Ton boulot à l'usine serait gênant. Tu comprends, hein? Avant que je puisse répondre, le message de maman est apparu dans la conversation de groupe familial. Emma a raison, mon chéri. Peut-être l'année prochaine, quand tu auras progressé. Visage souriant avec rieur 3 émojis rieur. C'était la marque de fabrique de maman, de la cruauté enrobée d'humour. Mon frère David a renchéri. Franchement, Alex, c'est sans doute mieux comme ça. Le père de Marc gère un fonds spéculatif. De quoi vous parleriez, d'ailleurs? Des quotas à la chaîne. J'ai fixé mon téléphone un instant, puis j'ai tapé « compris ». Ce simple mot portait en lui 28 ans d'histoire. En grandissant, j'étais la déception familiale en puissance. Emma était la chouchoute. Des notes parfaites, des stages parfaits, un parcours idéal vers le marketing en entreprise. David la suivait de près avec son diplôme en finance et son poste de débutant dans une banque régionale. Un poste dont il parlait comme s'il avait fondé Goldman Sachs. Et puis il y avait moi, celle qui avait choisi l'université publique plutôt que l'université privée. Celle qui s'était spécialisée en génie industriel plutôt qu'en commerce. Celle qui, selon la légende familiale, avait gâché tous les avantages que nous lui avions offerts. Génie industriel, avait dit papa à ma remise de diplôme, dissimulant à peine sa déception. Et alors? Gérer les chaînes de production. Quelque chose comme ça, avais-je répondu. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà accepté un poste chez Meridian Industries, non pas à l'usine, mais dans leur programme de formation en gestion. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le PDG, James Chin, m'avait personnellement recruté après que j'ai présenté, lors d'une conférence universitaire, un modèle d'efficacité révolutionnaire qui permettrait aux entreprises manufacturières d'économiser des millions. Ce que je n'ai absolument pas dit, c'est que James avait examiné mon travail et m'avait dit « Vous ne pensez pas comme un ingénieur. Tu penses comme quelqu'un qui va diriger une entreprise un jour. » J'avais 22 ans et ce jour-là, j'ai pris une décision. J'allais construire quelque chose d'extraordinaire, et ma famille n'en saurait rien jusqu'à ce que je décide qu'elle le mérite. Les 5 premières années, j'ai volontairement gardé le secret. Je travaillais 100 heures par semaine à repenser toute l'infrastructure de production de Meridian. J'ai voyagé dans des usines sur 3 continents. J'ai tout appris, la chaîne d'approvisionnement, la logistique, les relations sociales, la science des matériaux, l'automatisation, l'intégration, la modélisation financière. Quand ma famille me posait des questions sur le travail, je restais vague. Oh, tu sais, des trucs d'usine, l'amélioration des processus. Plutôt ennuyeux. Emma fronçait le nez. Mon Dieu, je ne pourrais pas faire ça. Toutes ces machines, ce bruit, ces ouvriers. Tu n'as pas l'impression de gâcher ton diplôme? Parfois, je mentais tout en calculant mentalement les 47 millions de dollars d'économie que mon dernier modèle d'efficacité venait de générer. Au bout de 3 ans, j'étais directeur des opérations. Au bout de 5 ans, j'étais vice-président du développement stratégique. Au bout de 7 ans, James Chin m'a convoqué dans son bureau avec une offre. Ça allait tout changer. Je prends ma retraite dans 18 mois, dit-il. Le conseil d'administration te veut comme associé. J'avais 29 ans. Il y a une condition, poursuivit James. On entre en bourse. L'introduction en bourse vaudra 200 millions de dollars du jour au lendemain. Peut-être 300 millions d'ici 2 ans. Tu détiendras 22% grâce à des options d'achat d'actions et des primes de performance. Es-tu prêt à être sous les feux de la rampe? Je pensais à ma famille, aux émojis rieurs et aux questions condescendantes sur mon travail à l'usine, au fait d'être désinvité de Noël parce que j'aurais embarrassé ma sœur devant ses futurs beaux-parents cadres. Je suis prêt, dis-je. Mais je veux maîtriser le discours, que mon nom reste hors de la presse jusqu'après l'introduction en bourse. Pas de portrait dans Forbes, pas d'apparition médiatique. Nous avons annoncé la transition 6 mois après notre entrée en bourse et la stabilisation du cours de l'action. James haussa un sourcil. C'est inhabituel. J'ai mes raisons. Il m'observa un instant, puis hocha la tête. Votre entreprise, vos règles bientôt.
Bref, l'introduction en bourse eut lieu. Un mardi de mars, Meridian Industries entrait en bourse à 18 $ l'action. À la clôture, nous étions à 31 $. L'entreprise était valorisée à 387 millions de dollars. Ma participation de 22% valait 85 millions de dollars sur le papier. J'ai fêté ça en mangeant des plats chinois à emporter dans mon bureau, tout en passant en revue les cibles d'acquisition. La conversation de groupe familial était animée ce soir-là. Emma préparait son mariage en juin avec Mark Stevenson, dont le père, Richard, était propriétaire de Stevenson Capital Management. Le budget du mariage avait apparemment atteint 150 000 $. Mark est si généreux, s'exclama Emma. Ses parents contribuent à hauteur de 75 000 $. Tu imagines, répondit sa mère. Voilà ce qui arrive quand on épouse quelqu'un de bien, ma chérie. Pas comme certaines qui finiront probablement avec un ouvrier d'usine. Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupée à approuver l'acquisition d'une participation majoritaire dans 3 fournisseurs, ce qui allait intégrer verticalement notre chaîne d'approvisionnement et ajouter 50 millions de dollars à notre valorisation. Au cours des 6 mois suivants, j'ai transformé Meridian en un géant de l'industrie. Nous avons racheté 2 concurrents, ouvert des usines dans 4 nouveaux pays et mis au point une technologie d'automatisation que le MIT qualifierait plus tard de révolutionnaire. Notre action a grimpé à 52 $. L'entreprise valait désormais 680 millions de dollars. Ma fortune personnelle dépassait les 149 millions de dollars. Forbes a appelé pour demander une interview de notre mystérieux PDG. J'ai refusé. Le Wall Street Journal voulait un portrait. J'ai envoyé notre directrice des relations publiques à la place. J'assistais aux réunions du conseil d'administration, aux négociations avec les fournisseurs et aux séances stratégiques, mais je restais à l'écart des projecteurs. Au dîner de famille, ceux auxquels j'étais invité, j'étais présent. Alex, qui travaille à cette usine. Tu travailles toujours à l'usine? A demandé l'oncle Robert à Thanksgiving. Toujours là-bas, ai-je confirmé en coupant ma dinde. Eh bien, au moins c'est un travail stable, a-t-il dit, comme on complimente quelqu'un qui se présente régulièrement à un travail médiocre. Dans le contexte économique actuel, la stabilité est une bonne chose. Emma a renchéri. Alex est vraiment doué dans son travail. Enfin, ce n'est pas glamour, mais il faut bien que quelqu'un gère ce genre d'employé, non? Elle l'a dit comme si elle me défendait, sans se rendre compte de rien. Comme elle avait l'air condescendante. Mark, son fiancé, était assis à côté d'elle, visiblement mal à l'aise. Analyste junior dans la société de son père, il profitait du nom de famille. On nous avait présenté 3 fois, et il ne se souvenait pas de m'avoir déjà rencontré. Quel genre d'usine? Demanda-t-il poliment. Fabrication, répondis-je vaguement. Production industrielle. Des trucs très ennuyeux. Ah. Il perdit aussitôt tout intérêt et se remit à discuter des tendances du marché avec David, qui s'efforçait désespérément de paraître savant en matière de stratégie de fonds spéculatifs qu'il venait manifestement de trouver sur Google. Je souris et ne dis rien. Le SMS m'invitant à Noël était arrivé 6 semaines avant les fêtes. J'étais en pleine finalisation de notre plus grosse acquisition à ce jour, le rachat de Techform Industries pour 200 millions de dollars, qui ferait de nous le leader incontesté des systèmes de fabrication automatisés. Les paroles d'Emma me blessaient moins qu'il y a quelques années. À présent, j'avais bâti quelque chose qui dépassait tellement sa compréhension que son jugement ressemblait à celui d'un enfant critiquant une symphonie. Mais les émojis rieurs de maman, la remarque de David sur les quotas à la chaîne, ces événements ont réveillé en moi un instinct froid et stratégique. J'ai transféré la conversation à mon assistante de direction, Sarah. Rassemble tout ce que nous avons sur Stevenson Capital Management. J'ai écrit « Liste des clients du secteur financier, performance du portefeuille, personnel ». Je veux savoir ce que fait Mark Stevenson là-bas et comment se porte leur entreprise. La réponse de Sarah est arrivée 2 heures plus tard. Elle était détaillée. Stevenson Capital Management était en difficulté. Ils avaient fait plusieurs mauvais paris sur des actions technologiques et perdu 40 millions de dollars au cours des 18 derniers mois. Ils cherchaient activement des injections de capitaux pour rester à flot. Le rôle de Mark était celui d'analyste junior, un titre que son père lui avait donné pour justifier son salaire. Il n'avait fait aucune recommandation d'investissement fructueuse en 2 ans.
Et le pire, c'est qu'ils essayaient d'organiser une réunion avec Meridian Industries depuis 4 mois, espérant se présenter comme notre partenaire de gestion d'investissement pour notre trésorerie d'entreprise. Notre directeur financier avait poliment décliné, disant que notre entreprise devait approuver toute relation de ce type. J'ai souri à mon écran d'ordinateur. Sarah, ai-je répondu. Organise cette réunion avec Stevenson Capital. Dis-leur que notre PDG y assistera personnellement. Le 20 décembre à 14 heures. Ne mentionne pas mon nom. Confirme juste que le responsable SEO sera là. Compris, a-t-elle répondu. Puis après une pause, ça va, ce serait amusant, n'est-ce pas? Extrêmement. Ai-je tapé. Le 20 décembre arriva sous un ciel dégagé et des températures avoisinant le point de congélation. Je m'étais habillée avec soin ce matin-là. Un tailleur gris anthracite Armani, un chemisier en soie et la montre Cartier que mon conseil d'administration m'avait offerte lorsque nous avions atteint une valorisation de 500 millions de dollars. Mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon élégant. J'avais exactement l'air de ce que j'étais. Une PDG d'une entreprise de 680 millions de dollars qui avait bâti un empire alors que sa famille la croyait simple contrôleuse de présence à l'usine. Les bureaux de Stevenson Capital se trouvaient en centre-ville, dans un immeuble qui s'efforçait tant bien que mal de paraître plus prestigieux qu'il ne l'était. J'arrivai à 13h55 avec Sarah et notre directeur financier, Robert Martinez. Salle de conférence C. La réceptionniste annonça « On vous attend ». Nous traversâmes le couloir à travers les parois de verre. Je les aperçus. Richard Stevenson, les cheveux argentés et l'air pompeux, était assis en bout de table. 2 associés dont j'avais déjà oublié les noms et marques, le fiancé de ma sœur, l'air nerveux et visiblement mal préparé. Il feuilletait des papiers qu'il n'avait visiblement pas lus. Il ne pouvait pas encore me voir. La vitre était sans teint. « Prêt ?» demanda Robert à voix basse. « Absolument. » répondis-je. Sarah ouvrit la porte. Richard Stevenson se leva aussitôt, son sourire de vendeur s'illuminant. « Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. » Il s'interrompit en plein milieu de sa phrase. Ils s'arrêtèrent tous, car il me fixait. Le visage de Marc connut une transformation fascinante. Confusion, reconnaissance, encore plus de confusion, puis une horreur naissante lorsque son regard passa de mon visage au portfolio que Sarah tenait, avec la mention « Briefing SEO » imprimée sur la couverture. « Je suis désolé, » dit lentement Richard, son sourire figé. « Il doit y avoir une erreur. Nous attendions la PDG de Meridian Industries. » Je terminai calmement en tendant la main. Alexandra Shim Morrison. Nous correspondons par l'intermédiaire d'intermédiaires depuis plusieurs mois. Je m'excuse pour cette réponse tardive. Notre programme d'acquisition a été particulièrement ambitieux cette année. J'observais le visage de Richard tandis que son cerveau tentait de comprendre. Son regard se porta sur Marc, dont le visage s'était figé. Complètement blanche. À Morrison. Richard répéta. J'ai pris le nom de mon mari quand nous nous sommes mariés il y a 3 ans. J'expliquai d'un ton assuré. J'avais épousé Daniel Morrison, le directeur technique de Meridian, lors d'une cérémonie intime à Napa. Ma famille n'avait pas été invitée. Ils ignoraient même que j'étais mariée. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom de jeune fille, grâce aux publications spécialisées. Alexandre Richin, même si la plupart des gens m'appellent simplement Alex. Richard pâlit à son tour. Marc laissa échapper un petit gémissement, comme un animal agonisant. « Attendez, croassa Marc. Alex. Alex de l'usine ? Tu es Alex de l'usine, répétai-je, savourant chaque mot. Oui, je suppose que c'est comme ça que ma famille m'appelle. Parce que je travaille dans le secteur manufacturier, parce que je dirige cette entreprise de fabrication. En fait, parce que j'ai bâti cet empire industriel de 680 millions de dollars à partir de rien au cours des 8 dernières années, tout en étant apparemment trop embarrassant pour être invité au dîner de Noël. Je laissai planer la question un instant. Asseyons-nous, poursuivis-je d'un ton aimable, en prenant place en bout de table, à la place qu'occupait Richard. Il se dépêcha de se lever. J'ai une autre réunion à 15h30, alors faisons vite. Sarah posa le portefeuille devant moi. Robert prit place à ma droite. Marc avait l'air d'être sur le point de vomir. Alors,
dis-je en ouvrant le portefeuille pour révéler l'analyse financière complète de Stevenson Capital. Des informations qu'il ne m'avait certainement pas fournies, mais que j'avais obtenues par des voies parfaitement légales. Vous avez tenté de vous positionner comme gestionnaire d'investissement potentiel pour la trésorerie de Meridian, actuellement évaluée à environ 340 millions de dollars. En actifs liquides. C'est bien ça? Richard reprit la parole. Oui, nous pensons pouvoir vous offrir un service exceptionnel. Votre entreprise a perdu 43 millions de dollars ces 20 derniers mois, l'interrompis-je dans ma lecture du rapport. Votre fonds phare est en baisse de 34%, alors que le S&P est en hausse de 22%. Vous avez enregistré des rachats clients totalisant 67 millions de dollars rien que cette année. Vous recherchez actuellement des injections de capitaux pour maintenir votre liquidité opérationnelle. Je levai les yeux. Est-ce que ça ressemble à une entreprise à laquelle je pourrais confier 340 millions de dollars? Le silence était assourdissant. La voix de Marc était étranglée. Alex, je ne l'ai pas fait. Emma a dit que tu travaillais à l'usine. Elle a dit que tu étais, enfin, elle a dit, gênant. J'ai complété, prêt à rendre service. Si je recevais ce texto, ton boulot à l'usine ruinerait tout. Je crois que ce sont ces mots exacts, suivis des émojis rieurs de ma mère et du commentaire de mon frère sur les quotas à la chaîne. Je sortis mon téléphone et, avec une précision théâtrale, je trouvai la conversation et la tendis à Richard. Ça date d'il y a 6 semaines. C'est... Ma future belle-fille m'expliquait pourquoi je ne pouvais pas assister au dîner de Noël, car mon travail serait trop gênant en présence de votre famille de dirigeants. Richard devint rouge comme une tomate. Marc, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'en savais rien, s'écria Marc. Comment aurais-je pu le savoir? Il ne l'a jamais dit. Emma a dit que sa sœur travaillait dans une usine. Elle a laissé entendre que tu faisais des inventaires ou que tu manipulais des machines, un truc du genre. Je fais des inventaires, c'est vrai, répondis-je d'un ton neutre. Quand je visite nos 17 usines réparties dans 9 pays et que je connais parfaitement le fonctionnement des machines, j'ai repensé tout notre système d'automatisation. Cette innovation à elle seule nous a permis d'économiser 89 millions de dollars par an. C'est aussi pour ça que le MIT m'a proposé un poste de professeur associé, que j'ai refusé, car diriger une entreprise est plutôt chronophage. Je me suis levé en lissant mon costume. Messieurs, je crois que nous avons terminé. Robert, veuillez noter dans nos dossiers que Stevenson Capital Management ne correspond pas à nos besoins d'investissement. Attendez. Richard se leva d'un bond, désespéré. Mademoiselle Chin, Madame Morrison, s'il vous plaît. Il y a eu un terrible malentendu. Quel est mon avenir? Ma belle-fille a dit que ce n'était manifestement pas un malentendu. Je l'ai corrigé. C'était exactement ce qu'elle pensait. Ce que toute ma famille pense, que je suis en quelque sorte inférieure parce que j'ai choisi la production plutôt que le marketing. Que je suis une honte parce que j'ai construit quelque chose de concret au lieu de faire défiler des présentations PowerPoint dans une salle de conférence. Je me suis tournée vers Marc, qui semblait vouloir disparaître sous terre. Tu devrais peut-être appeler Emma. Dis-lui que sa sœur, cette ouvrière à l'usine, vient de refuser à la société de ton père un contrat potentiel de 340 millions de dollars. Dis-lui que parmi les travailleurs que je gère, il y a 1200 employés répartis sur 3 continents, dont 47 cultivent des pêches. Dis-lui que le travail ennuyeux que je fais à l'usine a permis d'obtenir une valorisation qui fait passer la société de ton père pour un simple stand de limonade. S'il te plaît, a murmuré Marc. Le mariage est dans 6 mois. Emma va te tuer. J'ai répondu, oui, probablement. Mais ce n'est pas vraiment mon problème, n'est-ce pas? Après tout, je ne serai pas au mariage. Je suis trop gênante. Je me suis dirigée vers la porte, puis j'ai marqué une pause. Oh, et Marc, une dernière chose. Ce truc dont vous vous moquez tous. Celui où je suis censée avoir gâché mon diplôme. On annonce une acquisition majeure la semaine prochaine. Tech4 Industries pour 200 millions de dollars. Ça va faire passer notre valorisation à plus de 900 millions de dollars. Le Wall Street Journal va publier un portrait de moi. Il me le demande depuis 18 mois et j'ai fini par accepter. Forbes fait un article sur les 30 PDG de moins de 30 ans qui ont transformé leur secteur. Je serai en couverture. J'ai souri.
Donc, dans une dizaine de jours, tous les membres du cercle professionnel de ton père, tous ceux à qui Emma se vante d'avoir épousé un membre d'une famille de dirigeants, sauront exactement qui je suis. Ils sauront que les Stevenson ont essayé de décrocher Meridian comme client, et ils sauront que le PDG a personnellement refusé parce que les performances de ton entreprise étaient trop risquées. J'ai laissé la chose faire son chemin. Tu crois que ça va être bien reçu au brunch du country club, Marc? Son visage parlait pour lui. Joyeux Noël, ai-je dit en sortant. J'ai réussi. Je suis rentré à ma voiture avant que mon téléphone ne se mette à vibrer sans arrêt. Le premier appel était d'Emma. Je n'ai pas répondu. Le deuxième était de maman. J'ai refusé. Le troisième était de David, ce qui était intéressant. Il se tenait généralement à l'écart des drames familiaux. J'ai laissé tous les appels aller sur messagerie, et je suis retourné au bureau. Sarah m'attendait à l'ascenseur avec un sourire. Mark Stevenson a appelé 4 fois. Ta mère a appelé 2 fois. Ta sœur a appelé 7 fois et envoyé 14 SMS. Ton frère a laissé un message vocal où il répétait sans cesse. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Parfait. J'ai dit de bloquer leur numéro sur ma ligne professionnelle. Sur mon portable aussi, d'ailleurs. C'est déjà fait, a confirmé Sarah. Ton mari a aussi appelé. Il a vu le rendez-vous avec Stevenson dans ton agenda et voulait savoir s'il devait préparer une caution. J'ai ri. Daniel avait parfaitement compris de quoi il s'agissait aujourd'hui. Dis-lui que je serai à la maison pour le dîner. On fête ça. Le soir venu, les messages vocaux avaient atteint des proportions épiques. Le premier message d'Emma. Alex, Marc vient de me raconter une histoire incroyable. Rappelle-moi immédiatement. C'est dingue. Tu es co. Depuis quand? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? 5e message d'Emma. D'accord. Je lis des articles sur votre entreprise en ligne et je m'appelle Alex. Je ne comprends pas. Pourquoi nous avoir caché ça? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu allais me rappeler? 10e message d'Emma. Le père de Marc est furieux. Il dit, tu les as humiliés. Il dit, tu nous as délibérément trompés. Alex, le mariage est dans 6 mois. La famille de Marc envisage de l'annuler. Comment as-tu pu me faire ça? Ce n'était pas. Je suis désolé de t'avoir désinvité pour Noël. Ni, je suis désolé d'avoir eu honte de toi. Mais comment as-tu pu me faire ça? Les messages de maman suivaient un schéma similaire. Choc, confusion, puis colère d'avoir été ridiculisée en cachant ma réussite. Le message vocal de David était différent. Alex, regarde, je lis des articles sur toi en ce moment. Mes 9 pays, 680 millions de dollars. Quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit? On t'a traité comme un moins que rien. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi vous n'avez rien dit. Rappelez-moi, s'il vous plaît. Je vous dois des excuses. Au moins, David était capable d'un minimum d'introspection. Je n'ai rappelé personne. Le lendemain matin, mon assistante de direction m'a transféré un courriel reçu via notre formulaire de contact. Il était de Richard Stevenson. Mademoiselle Morrison, j'espère que nous pourrons discuter de la réunion d'hier plus calmement. Il y a manifestement eu des malentendus familiaux qui ont influencé la perception de chacun. J'apprécierais également cette opportunité. Je l'ai supprimé sans le terminer. 1 heure plus tard, Emma s'est présentée au siège de Meridian. La sécurité a appelé mon bureau. Mademoiselle Morrison, une certaine Emma Chin est dans le hall et exige de vous voir. Elle prétend être votre sœur. Elle insiste beaucoup. Demandez à la sécurité de l'escorter dehors, ai-je dit calmement. Ajoutez-la à la liste des visiteurs du groupe. Bien compris. 20 minutes plus tard, mon portable a sonné. Un numéro inconnu. Malgré mes réticences, j'ai répondu « Alex ». Finalement, ils m'ont mise à la porte de votre immeuble. La voix d'Emma était stridente. La sécurité. Votre service de sécurité m'a mise à la porte. Je suis votre sœur. Vous êtes la personne qui m'a désinvité de Noël parce que mon travail était embarrassant. J'ai corrigé. Ce n'est pas la même chose qu'être ma sœur. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne m'avez jamais posé la question. Vous avez supposé. Vous avez regardé ma vie,
Vous avez décidé qu'elle était indigne de vous et vous m'avez traité en conséquence. Pendant 8 ans, Emma. 8 ans de remarques condescendantes, de regards de pitié et d'exclusion des événements familiaux parce que je ne correspondais pas à votre image. Je suis désolée. Je suis désolée. J'avais tort. Mais Alex, vous devez comprendre. La famille de Mark est furieuse. Ils envisagent d'annuler le mariage. Son père dit que vous les avez fait passer pour des incompétents devant toute leur entreprise. Vous devez arranger ça. L'audace était sidérante. Je dois arranger ça, ai-je répété lentement. Emma, que les choses soient claires. J'ai bâti une entreprise de 680 millions de dollars pendant que vous, maman et David vous moquiez de moi. Chaque dîner de famille. J'ai révolutionné toute une industrie pendant que tu t'amusais à te moquer de mon boulot à l'usine. J'ai figuré dans le classement Forbes des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes, alors que tu avais trop honte de m'inviter à Noël. Et maintenant, tu veux que je règle tes problèmes avec tes futurs beaux-parents parce qu'ils sont furieux que j'ai révélé les piètres performances de leur entreprise. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Tu sais ce qui est le pire, Emma? Je te l'aurais dit. Si tu t'étais seulement une fois intéressée à mon travail au lieu de te moquer de moi, je t'aurais tout raconté. Mais tu ne voulais rien savoir. Tu voulais te sentir supérieure. Ce n'est pas juste. Être désinvité de Noël non plus. 8 ans à être traité comme la honte de la famille non plus. Alors, voilà ce qui va se passer. Rien. Je ne vais rien faire. Mark pourra expliquer à sa famille pourquoi leur entreprise n'est pas compétente pour gérer nos investissements. Tu pourras expliquer à tes amis pourquoi ta sœur, PDG, ne sera pas à ton mariage. Je vais continuer à diriger mon entreprise et à vivre ma vie avec des gens qui m'apprécient vraiment. Alex, s'il te plaît. J'ai raccroché. L'article de Forbes est paru le 28 décembre. Son titre était « La PDG qui a bâti un empire de 680 millions de dollars en secret ». Le parcours atypique d'Alexandra Morrison vers la domination du secteur manufacturier. La photo me montrait dans l'usine principale, entourée de systèmes d'automatisation de pointe, incarnant parfaitement la dirigeante que j'étais. L'article détaillait mon ascension, de stagiaire en gestion à PDG, les modèles d'efficacité révolutionnaires que j'avais mis au point et la stratégie d'acquisition agressive qui avait transformé Meridian, une entreprise manufacturière de taille moyenne, en un géant de l'industrie. Il y avait une citation particulièrement pertinente. Morrison fait partie d'une nouvelle génération de PDG qui comprennent que le secteur manufacturier n'est pas en déclin. Il est le fondement de tout. Tandis que d'autres se tournent vers les logiciels et la finance, elle construit l'infrastructure qui rend la vie moderne possible. Et elle le fait mieux que quiconque. L'article du Wall Street Journal est paru le lendemain, avec pour titre « La magnate de l'industrie manufacturière dont vous n'aviez jamais entendu parler jusqu'à présent ». À la veille du Nouvel An, j'avais reçu des demandes d'interview de Harvard Business Review, Fortune, Bloomberg et CNBC. Je les ai toutes acceptées. Le mariage d'Emma a eu lieu en juin. Je n'y étais évidemment pas. J'ai appris par des cousins, qui avaient commencé à me contacter avec des messages soudainement amicaux après l'article de Forbes, que c'était agréable mais tendu. Apparemment, la famille de Mark était présente, mais la réputation des Stevenson avait pris un coup lorsqu'il s'est avéré qu'ils avaient perdu un client potentiel de 340 millions de dollars parce que le fils de l'associé gérant avait insulté la famille du PDG. Emma et Mark ont déménagé dans un appartement plus petit que prévu. L'argent du cadeau de mariage des parents de Mark était apparemment inférieur à leurs attentes. Le père de Mark lui avait suggéré de prendre le temps d'apprendre le métier, ce qui, en langage d'entreprise, signifiait qu'il avait commis une grave erreur. Ma mère a essayé d'organiser un dîner de famille en juillet pour apaiser les tensions. J'ai décliné. David a été le seul à regagner ma vie. 6 mois après la réunion avec Stevenson, pourtant programmée par mon assistante, il est venu à mon bureau et a passé 1 heure à s'excuser sincèrement. Pas d'excuses, pas d'explications, juste des excuses. J'ai été un crétin condescendant, a-t-il simplement dit. J'étais tellement occupé à me sentir important grâce à mon petit boulot dans une banque que je n'ai pas vu que tu étais vraiment important, que tu étais en train de construire quelque chose. J'ai honte de la façon dont je t'ai traité. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère. J'apprécie, ai-je répondu. Je n'attends pas de pardon, a-t-il poursuivi. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce que tu as construit, ce que nous avons manqué,
et je suis désolée. On prend parfois un café ensemble maintenant. On reconstruit petit à petit une relation qui pourrait un jour ressembler à une relation fraternelle. 2 ans plus tard, Meridian Industries dépassait les 1,2 milliard de dollars de valorisation. Ma fortune personnelle atteignait 264 millions de dollars. Nous étions présents dans 14 pays et employions plus de 3000 personnes. Le MIT m'a invité à prononcer le discours de remise des diplômes. La Maison-Blanche m'a proposé de rejoindre un comité consultatif sur l'industrie manufacturière américaine. J'ai acheté une maison dans la Napa Valley, avec vue sur les montagnes. Daniel et moi organisions des dîners pour nos amis du secteur, des personnes qui avaient mérité leur place à ma table par leur respect et leurs compétences, et non par des liens du sang. Noël dernier, j'ai passé les fêtes à Aspen avec Daniel, notre directeur financier, Robert et sa famille, ainsi que Sarah et sa femme. Nous avons skié, dégusté d'excellents vins et parlé de l'acquisition de 400 millions de dollars que nous envisagions pour la nouvelle année. Mon téléphone a vibré le matin de Noël. Un message d'Emma. Joyeux Noël. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais que tu saches que je repense à ce message tous les jours. Je me suis trompée sur toute la ligne. J'espère que tu passes de merveilleuses fêtes. J'ai longuement contemplé le message, puis j'ai répondu « Joyeux Noël, Emma ». Ce n'était pas une réconciliation, mais plutôt la reconnaissance qu'un jour, peut-être, une solution serait possible. Ou peut-être pas. De toute façon, ça allait, car j'avais appris quelque chose pendant ces 8 années à bâtir un empire en secret. La famille, c'est ceux qui sont là pour vous, qui vous apprécient, qui reconnaissent votre valeur même quand vous êtes encore en pleine ascension. Ce n'est pas une question de lien de sang. C'est une question de personnes avec qui partager votre table une fois au sommet. Et ma table, au sens propre comme au figuré, était remplie de gens qui avaient mérité leur place. Emma, elle, ne l'avait pas encore méritée. Peut-être qu'elle ne le ferait jamais, mais c'était son problème, pas le mien. J'ai posé mon téléphone, j'ai contemplé les montagnes enneigées et j'ai souri. Quelque part dans un autre état, Marc expliquait sans doute à ses parents pourquoi une autre opportunité d'investissement avait capoté. Quelque part, Emma rêvait sans doute de présenter sa sœur PDG à ses amis. Quelque part, maman parlait sans doute de sa fille qui réussissait, en oubliant opportunément les émogirieurs. Mais là, à cet instant précis, dans cette maison que j'avais achetée avec l'argent gagné à construire quelque chose d'extraordinaire, j'étais exactement à ma place. Avec des gens qui n'avaient jamais trouvé mon travail embarrassant. Avec des gens qui comprenaient que la meilleure vengeance n'est pas la cruauté. C'est un succès si total que leur opinion à votre sujet n'a plus aucune importance. Et j'y étais parvenu des années auparavant, ce jour de décembre où Marc était entré dans mon bureau et avait vu la plaque de PDG sur mon bureau. Ces cris m'avaient fait plaisir. Mais cette vie que j'avais construite, cet empire que j'avais créé, cette table remplie de gens qui m'appréciaient vraiment, c'était ça la victoire.